On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode des Apéro-Partage après quelques semaines d'absence sur YouTube. Aujourd'hui, on parle sexualité. Trop bien. D'ailleurs, moi, j'ai juste une question pour démarrer, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Alex, as-tu trouvé un homme avec ton camion rouge? Toujours pas. Toujours pas. On lance un appel, donc. Alors, pourquoi autant de tabous et de non-dits autour de la sexualité? C'est quoi le thème? Toujours le même, la sexualité. Donc, pourquoi autant de tabous et de non-dits autour de la sexualité? Pourquoi autant de tabous? On va partir du début. L'idée, c'est que la sexualité, ça serait l'expression physique de l'amour, par les sens. Donc, c'est une pulsion plus que naturelle, puisque c'est l'amour qui impulse ça. Et potentiellement, ça peut rendre les gens heureux, créatifs, libres. Donc, il y a sûrement des systèmes qui ont eu fort à gagner, à mettre beaucoup de tabous et à le rendre, entre guillemets, sale. Et je pense que la plupart des tabous viennent de là, puisque dans certaines autres cultures, il n'y a aucun tabou sur la sexualité. Donc peut-être les religions, les dogmes, les machins, les bidules qui font que ils avaient tout intérêt à ce que les gens trouvent ça sale pour pas se sentir libres, pour pas être trop heureux, joyeux, voilà, que ce soit caché. Ensuite, ça a embarqué plein de concepts chez l'homme et la femme, le sentiment d'être sale et compagnie. Et ça a arrangé, je pense, certaines organisations, systèmes. Ouais, c'est une histoire de pouvoir, quoi. Une histoire de pouvoir, sûrement. T'as ta version sur le tabou? Pourquoi c'est un tabou? Pour moi, la sexualité, c'est l'endroit où il y a le plus grand enjeu d'amalgame. Les plus gros non-dits. Moi, j'ai 50 ans. Il y a encore 30 ans, on ne parlait pas du tout de sexualité. C'était impossible d'imaginer ses parents qui puissent faire l'amour. C'était juste inenvisageable. De parler ça aux enfants, c'était encore pire. Donc, moi, je sais que la première fois que je me suis masturbée, j'ai cru que je tuais quelqu'un. Je me disais, mais j'ai pas le droit de faire ça, je vais aller en enfer. Mais t'as pas le droit? J'ai pas le droit, c'est parce qu'il me semblait. Mais écoute, la preuve que je suis toujours pas allée. Mais voilà, donc c'est vraiment un lieu où pour moi, en tout cas, parce que moi, je vais plus l'orienter d'un point de vue couple, où c'est le plus gros tabou dans le couple. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à exprimer mes besoins dans mon quotidien, j'attends que l'autre devine que je vais pas bien, par exemple, ou je fais la supposition qu'il me voit ramer, qu'il devrait m'aider, par exemple. Ça va se jouer, aussi dans la sexualité. C'est-à-dire ne pas oser exprimer mes besoins à cet endroit-là parce que c'est, comme il le dit, c'est sale, ça se fait pas. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? La peur de le perdre. Et c'est vraiment un lieu, un nid à amalgame. Et à la fois, aujourd'hui, je trouve qu'on en parle de plus en plus. Enfin, les jeunes sont super libres avec ça. Yes. Et il y a vraiment un contraste entre la nouvelle génération et nous, quoi. Je pense qu'on était au creux de la vague de la merde. Nous, on a bien mangé parce qu'on avait ce sentiment d'être libre, finalement, mais pas d'espace pour en parler. Ni finalement vraiment en profiter. Donc je pense qu'on a bien mangé aussi. Avant, c'était peut-être pire parce que c'était même pas envisageable d'en parler et peut-être qu'il se faisait encore moins. Mais c'était pas confort en tout cas. Moi, je sais qu'ado, jeune adulte, t'es parachuté dans un monde que tu connais pas, personne t'en a parlé. Et il y a l'humiliation, il y a la timidité, il y a la peur permanente que ça marche pas, que l'autre soit pas satisfait. Franchement, on a vécu l'enfer, quoi. Bon, honnêtement, c'est super dur. C'est un sujet... on fait tous les malins devant parce que, justement, on est obligés. Mais chacun dans notre intimité, je pense, en tout cas, je peux parler de la mienne, mais c'était pas du tout confort, quoi. Oula. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'une sexualité épanouie, selon vous? Alors, selon toi, Eric, combien de fois par jour? 18, non, je blague. 18 fois par jour.
Pour moi, une sexualité épanouie, c'est une sexualité qui est parlée, qui est dite, mais pas dans la communication, mais vraiment dans l'émotionnel. Ça lève des tabous, c'est-à-dire que en sexo, la première question que je pose à chaque fois, c'est qui s'invite dans votre chambre. C'est-à-dire que le couple, il dit j'ose pas, j'ai peur de lui demander, j'ai peur d'exprimer mes besoins, de ce que j'aime pas. Et s'il devait y avoir, en tout cas dans mon système à moi, une sexualité épanouie, c'est vraiment pour la femme qu'elle respecte son rythme, parce qu'il est évident qu'elle n'a pas celui de l'homme. Nous, on est vraiment dans la tendresse, dans le charnel, dans respecter son rythme, c'est-à-dire dans la douceur. On a vraiment ce besoin de... Et l'homme aussi, hein, c'est pas pour... mais c'est que nous, on pourrait très bien ne pas attendre de jouir ou de jouir, qu'importe, c'est pas... rien n'est écrit. Mais il y a vraiment l'idée très profonde du sensoriel. Et une sexualité épanouie, c'est vraiment d'oser dire à l'autre, tiens, ce soir... c'est pas OK pour moi, en fait. Ce soir, j'ai pas envie, ou ce soir, j'y arrive pas, ou voilà ce que j'aimerais plutôt que tu me fasses. Et du coup, voilà, si ça devait s'épanouir, ça serait vraiment de pouvoir avoir cet espace-là pour dire à l'autre comment on se sent et comment on vit les choses. Ça serait ça. Et dans les deux sens. Je prends toujours cet exemple-là parce que je l'aime bien, mais... Je crois que je sais lequel tu vas prendre. Ouais, tu fais la posture en même temps. L'idée, c'est... moi, en tant que femme, en fait, je suis tout le temps... c'est toujours en mouvement. C'est un peu plus mécanique, on va dire ça, pour caricaturer un peu chez l'homme, sans... je mets pas des cases, mais... Mécanique chez l'homme, tu veux dire? Oui, mécanique chez l'homme. Ouais. Alors que moi, par exemple, je peux très bien aimer qu'on me touche le sein à gauche le lundi soir. Par contre, le mardi, plus du tout. Et il est évident que là, si je le dis pas, ce qui va se passer, c'est qu'il va me toucher le téton pendant 30 ans, quoi. Et je vais dire, et voilà, j'ai pas une sexualité épanouie, il répond pas à mes besoins, il sait pas... Et oui, dans la posture, oui, ça y est, je l'ai. Oui, parce que... je te vois en parce que groupe quand de on femmes. fait les stages sexo avec les groupes de femmes, c'est... je dis... parce que du coup, tu le sais maintenant. Je dis, si je dis pas que j'aime un peu plus à gauche, je vais être comme ça en train de me tortiller pour espérer qu'il aille un peu à gauche. Mais l'idée, c'est... qu'est-ce qui ne m'autorise pas à dire ce que j'aime ou ce que j'aime pas? Quel tabou, quel programme inconscient fait que on est deux dans une chambre et que même à cet endroit le plus intime, je n'ose toujours pas dire à l'autre, nommer mes besoins. C'est pour ça que c'est... parce que si on a une sexualité, si c'est épanoui là, c'est épanoui partout. C'est toujours pareil. Si à l'extérieur, dans mon couple, j'ose pas lui demander des choses, je n'oserais pas non plus le faire en sexo. Encore moins, du coup. Encore moins, ça c'est sûr. Donc, ce serait plutôt ça, moi, une sexualité épanouie, si je devais la caricaturiser. Bon, Capturer. Quelqu'un de libre sexuellement, ça fait pas de toi quelqu'un de très fort en orthographe, en liaison. Je croyais qu'il allait dire un truc super sérieux. Pas du tout. Non. Moi, une sexualité épanouie, oui, ça rejoint complet, mais moi, j'insiste sur le fait de demander ce qu'on a envie de vivre sensuellement, sexuellement, sensoriellement, physiquement. Mais autant, moi, je me sens libre avec ça, mais autant ça raconte encore, même si je le dis quand même, le mental raconte encore que ça se dit pas, ça se demande pas, c'est osé, c'est déplacé. On va me prendre pour qui? Voilà. Donc, ça s'entend que c'est hyper tabou et hyper ancré chez nous, et même chez les jeunes, parce que, mine de rien, bien sûr qu'ils sont bien plus libres que nous, mais bon, je pense qu'ils ont encore plein de freins. Mais une sexualité épanouie, c'est oser dire, là j'ai envie de toi, là j'ai encore envie de toi, et là j'ai encore envie de toi. Et libre à elle de dire non, oui, non, peut-être, ou pas. À droite, à gauche, dans cette position. Après, l'autre est complètement libre de dire non. Tu vois, c'est justement là. Mais on est tellement frustré, on engage tellement de frustrations accumulées qu'on n'ose même pas demander parce qu'on a tellement peur du non,
finalement. Parce que ce serait le dernier. J'ai tout essayé. J'ai donné des fleurs, j'ai tendu la pelouse, sa pelouse, l'autre pelouse. J'ai tout fait. J'ai fait le repas à la dinde, tout. Et elle me dit non. Putain, les boules, quoi. Donc, tu vois, c'est vraiment un truc de communication. Vraiment. Et après, une sexualité épanouie, c'est... on sait qu'elle est épanouie quand on arrive à demander des choses qu'on a envie d'expérimenter et que l'autre et soi, on est capable de dire non sans que ça crée une tension. Ou oui, sans que ça crée une tabou. Ok. Et du coup, est-ce qu'un homme a davantage de besoins qu'une femme? Pas du tout. Alors là, je suis pas d'accord. Oui, bon, après, on n'est pas... Voilà. Bien sûr, tout le monde le voit. Enfin, après, il y a des exceptions à tout. Hein. Il y a des femmes super reloues, des hommes super relous. Donc, il y a des femmes qui ont beaucoup de besoins, des hommes excessivement. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on peut dire que l'homme vit plus de pulsions, en tout cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la grosse différence, apparemment, parce que je n'ai toujours pas fait l'expérience d'être dans le corps d'une femme, mais ce qui se dégage des stages et compagnie et de la compréhension petit à petit, et de notre communication avec mon partenaire sexuel, qui était un homme juste avant. Mais donc toi, tu as la vie des deux, du coup. Ouais. Mais après, elle va répondre avec la vérité. Qu'elle détient la vérité. Et donc, l'idée, c'est que... Qu'est-ce qui se dégage, t'allais dire? Pardon. Ce qui se dégage de ça, c'est que l'homme... Alors, bien sûr qu'il y a des exceptions et on ne fait pas d'amalgame avec... tout le monde est libre d'avoir une expérience différente. Mais si on fait une généralité à la con, c'est l'homme a une pulsion sexuelle quasi permanente, un élan vers le sexe, vers la jouissance, vers le truc. Et d'ailleurs, on pourra parler après de qu'est-ce qui nous attire dans la jouissance, qu'est-ce qui fait qu'on est poussé vers ça. Mais chez l'homme, tant qu'il n'a pas vécu l'acte sexuel, même plus que la jouissance, parce que c'est pas la même chose, il vit une tension dans son corps physique. C'est une tension, c'est pas confort en fait. C'est ce qui fait que c'est pas pour expliquer les relous qui s'acharnent par tous les moyens, mais ça crée une tension et ça nous sort de notre paix naturelle. Et cette tension s'accumule en fait. Et le truc fou, c'est que c'est cette tension sexuelle qui nous éloigne de notre tendresse. Autant la femme, elle peut avoir une tendresse inouïe sans arrière-pensée. Arrière-pensée, ça ne sert à rien de dire ça, mais sans vouloir aller jusqu'à l'acte sexuel. Je pense que l'homme, en tout cas c'est mon expérience, dès qu'il y a de la tendresse, ça déclenche cette pulsion. Et à force d'engendrer de la tension, en fait, il va naturellement se sortir de la tendresse. Parce que c'est insupportable, cette tension permanente. Et qu'à chaque fois qu'il donne de la tendresse, cette tension monte. Et si elle n'est pas nourrie après, ou assouvie, c'est toujours plus d'inconfort. Et c'est ce qui crée beaucoup de tension dans le couple. Quoi. D'accord. Et du coup, on est d'accord pour dire que cette tension, c'est la même chose que d'accueillir une charge émotionnelle? Non. Non, mais en plus, non. Oui. D'un côté, ça peut s'accueillir, ça peut être vécu comme une expérience sans tout le blabla parce qu'en reste, en fait, oui, c'est une charge émotionnelle avec le concept que si elle me dit oui, ça va mieux. Donc, cette tension est inconsciemment projetée vers le partenaire, que ce soit notre partenaire quotidien ou l'autre. Il y a une attente, il y a une pulsion qui fait qu'il y a une attente inconsciente vers l'autre qui crée ce micro-conflit dans la relation, en fait. Mais oui, ça peut s'accueillir comme une charge émotionnelle. Mais mon expérience, c'est que c'est bien plus difficile d'accueillir cette tension sexuelle qu'une charge émotionnelle. Ouais, ça met pas 1 minute 30, quoi. Non. Non, mais après, après, c'est pas... On en parle beaucoup, on en a parlé beaucoup cette année en groupe de parole d'hommes. Voilà, on était 12, c'est le cas de tout le monde déjà. Et cette tension, on essaye de... L'homme, en fait, il en a honte.
Donc, il essaye de ne pas en parler, de faire autre chose, de faire du sport, de fumer, de boire, de regarder du foot. En fait, parce que personne n'en parle, en fait. Et cette tension, elle est toujours là. Et c'est comme une charge émotionnelle permanente. Et qu'est-ce qui fait que, du coup, il n'en parle pas? De quoi? De cette tension? Ouais. Ben parce qu'elle elle est hypothétiquement traduite par « je suis un animal, je veux te prendre », quoi, tu vois. Parce qu'au final, c'est un peu ça. C'est une pulsion. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a pulsion, il n'y a pas amour ou il n'y a pas respect. Mais cette pulsion est puissante et envahissante, en fait. Donc, à un moment donné, quand tu as pris un réseau, bon, ça va, tu vois, je ne suis pas une femme objet, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, ben, on a tendance à se refermer et ben, à gérer impossiblement cette tension. Et donc, pour pas que cette tension augmente, et elle augmente à chaque fois qu'il y a de la tendresse, ben on se prive et on se coupe de ça, en fait. C'est pas qu'on n'a pas l'élan de tendresse. Mais c'est que tendresse, si tendresse égale après niette, tension énorme, donc tension dans le couple, donc rancœur, donc les vieux dossiers ressortent, et blablabla, quoi. Voilà. Je te laisse la parole, femme. Non, mais t'as tout dit. Tu parlais tout à l'heure du côté sensoriel. Enfin, qu'est-ce qui nous amène à aller vers, à toujours vouloir aller vers la jouissance? Ouais. Moi, mon expérience, c'est que cette jouissance, je pense que c'est pareil pour les femmes. Mais on va te dire. Voilà, vous allez me le dire. Pas moi, du coup. Soit toi, tu me l'as déjà dit. Mais cette jouissance, c'est un court instant, certes, mais c'est un instant de pause totale du mental, des doutes, des peurs. C'est l'éveil, en fait. C'est les chercheurs spirituels, hein, chacun d'entre nous, là, c'est ça qu'ils cherchent. C'est cet instant où le mental s'arrête, on est apaisé, on a juste envie de rien faire. Et en fait, c'est une quête naturelle de l'humain de voir ça, de vivre ce truc-là. C'est quoi qui te fait rire? Tu viens de comprendre pourquoi t'adores le cul? Oui, voilà, c'est ça, on va dire que c'est ça. Elle a 12 chargeurs de Womanizer. On va arrêter de parler de ma sexualité, s'il vous plaît. Bah écoute. Raté. C'est fini. Donc, je sais plus ce que je disais du coup. Donc, c'était la recherche de la jouissance, c'est ça? Et donc, oui, c'est le mental qui se pose. Et en fait, notre système, il aime tellement ce moment de jouissance et post-jouissance. S'il n'y a aucune solution dans ta vie pour le trouver différemment, ben c'est sexe égale paix. Et donc, si tu as beaucoup de blessures, beaucoup de chagrin, que tu es en PLS dans ta tête, ben, sexe égale solution à tout ça. Ce qui peut amener jusqu'à une addiction totale au sexe et à la déviance, en fait. C'est à ça que j'allais en venir. Les addicts au sexe, qu'est-ce qui fait qu'ils sont addicts au sexe? On a plus ou moins voilà. ça. Mais il y a plein d'autres réponses possibles aussi. Et du coup, la déviance, où ça commence? Ben, on va dire que moi, je sais pas, moi, je parle pas de déviance tant que les deux se respectent. Ils peuvent faire des trucs que je considère inappropriés pour moi. Si les deux sont c'est le contrat de base, consciemment OK avec ça, tu vois, il n'y a pas d'entourloupe, quoi. Il n'y a pas de déviance. Alors, si on enlève ce concept-là, il y a de la déviance quand il y a de l'irrespect de soi. Donc, mais même ça, c'est subtil parce que peut-être des fois, Orlan, elle accepte de faire l'amour par joie de m'apaiser. Mais pas sa joie personnelle. Mais ça peut être une joie aussi. C'est pas dévié, je pense. Après, c'est elle qui dit, mais... Donc, sexualité déviée, ça n'existe pas si les gens sont OK avec ça. Après, d'un point de vue absolu, pourquoi tu es addict au sexe? Si ta vie est dictée par ta sexualité, tu rentres plutôt du boulot, tu arrives en retard, tu pars plus en vacances parce que tu préfères baiser, tu t'occupes plus de tes enfants parce que tu préfères prendre ta femme, ben là, il y a déviance peut-être.
Après, moi, je suis personne pour juger ça. Mais oui, à un moment donné, et tout ça, c'est inconscient. Personne ne fait d'erreur, en fait. Le gars, il est addict au sexe, il pense qu'à ça, il parle que de ça. C'est le résultat de ses programmes inconscients, de toute façon, comme d'hab. Mais effectivement, si ça le prive de liberté, ça devient une quête à ce micro-instant de paix. D'ailleurs, qui banalise petit à petit. Et il veut toujours plus de paix, il s'y habitue toujours plus. Donc, il fait l'amalgame et en fait, il fait des trucs toujours plus extrêmes sexuellement. Ouais, ben c'est le principe Par de tous les l'addiction. trous, Quoi. par tous les trucs. Ouais, c'est le principe de l'addiction. Pour essayer de retrouver ce premier truc du début où c'était intense. Et qui retrouve jamais. Donc là, ça peut être une voie aussi de déviance parce qu'en fait, il court après un instant qui est fugace et qui ne peut pas tenir. Pour que ça tienne, c'est une toute autre voie qui est notre compréhension de il n'y a personne, etc. Ok. T'as quelque chose à rajouter sur ça? Non, je trouve ça très intéressant, comme dirait notre ami Yann. Quels sont les principaux blocages énergétiques ou émotionnels qui peuvent affecter la sexualité d'une personne? Allez, les principaux. Les principaux, ouais, les principaux. On va pas tous les faire parce que je pense qu'il faudrait Bah, une vidéo de 2 heures. Mais... Ça, c'est sûr. Mais vraiment, le premier, c'est l'abus. À un endroit où on a été abusé, il est évident que la sexualité devient compliquée. Enfin, en tout cas, et toujours pareil, dans mon expérience et dans les retours que j'ai pu avoir, en tout cas, les femmes que j'accompagne sur les traumas d'abus, il est évident qu'elles peuvent avoir... Alors, ça peut prendre les deux formes, hein, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, mais ça peut prendre une forme de non-sexe ou d'hypersexe. Pas de barrière, ouais. C'est ça. En fait, vu qu'on a intrusé l'intimité, c'est compliqué d'avoir on n'a plus de barrière. Donc, en fait, il faut réapprendre à reconstruire sa barrière. Et je pense que, pour moi, en tout cas, au niveau de la sexualité, c'est vraiment une des plus grosses empreintes à aller voir. Et parce que si le corps a été intrusé, et là, je le dis même pour celles... parce qu'en fait, on met toujours une échelle de valeur à nos blessures. Hein. Le corps, si j'ai eu un regard, si on m'a touché les seins... même une ambiance. Voilà, en fait, même une ambiance incestuelle. Si le corps, lui, il a figé et qu'il a eu peur, il a figé, il a eu peur. C'est un abus. C'est un abus. Comme il y en a plein d'autres, hein, l'abus de confiance, l'abus de pouvoir, on peut le trouver à plein d'autres endroits. Mais c'est vraiment une empreinte qui est très, très forte. L'autre matin, je me levais en me disant, c'est la blague, les 5 blessures de l'âme, en fait. Parce que d'abord, une âme n'est pas blessée. Mais parce qu'on les a toutes, en fait, ces blessures-là. Et en fait, je me suis réveillée, c'était quand, il y a 2 ou 3 jours, et je dis à Eric, mais c'est fou parce qu'en fait, on ne parle jamais de l'empreinte d'abus. Alors déjà, blessure d'âme, c'est ça, aujourd'hui, c'est vraiment plus ma tasse de thé. Mais vraiment, en tout cas, alors c'est sûr qu'en ayant vécu l'expérience, c'est aussi sûrement pour ça que je focalise là-dessus et que je vois ça. Mais ça laisse vraiment une empreinte, en fait, qui nous oblige à écouter et exprimer nos besoins. Alors, bien sûr que le mental, il dit, elle est pénible, elle est encore là. Mais en même temps, elle nous protège vraiment. Et elle nous réapprend à nous approprier tous les endroits où peut-être jamais on l'aurait fait, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle va m'imposer de dire à mon compagnon, là, c'est trop pour moi. Elle va m'imposer, quand je dis elle, c'est ma part blessée. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai un élan et d'un seul coup, en plein milieu de l'acte, ça se cristallise. Et en fait, si je suis d'accord pour que ça cristallise, c'est-à-dire, attends, en fait, là, c'est trop pour moi. Pour la première fois de ma vie, je me respecte. Et c'est comme ça que je vais gagner. Et alors, on me dit, oui, mais c'est un travail long. Ça dépend. Pour certaines, il suffit qu'elles le fassent une fois. Et c'est terminé. Et pour d'autres, il faut qu'elles viennent plusieurs fois pour vérifier, en fait, si vraiment, aujourd'hui, je suis d'accord pour me recréer cette barrière. Donc, vraiment, dans les déviances, dans l'hypersexualité ou l'hyposexualité, le fameux « j'ai pas de libido », etc. Le programme inconscient, l'abus est vraiment le premier. L'empreinte, en tout cas, que je vois moi, c'est vraiment celle-là. Après, derrière, c'est ceux pour qui le sexe n'a jamais été parlé. Ou alors, comme d'habitude, ça vient de trauma.
Ça peut trauma parce que on m'avait pas expliqué la sexualité. J'ai 12 ans et ma mère rentre dans la chambre et elle me voit en train de masturber et là le corps a figé. Ouais, ou surprendre ses parents, ou Surprendre le ses grand parents. frère qui regarde un film porno. C'est ça. Parce que vu que ça n'a pas été dit, parlé, communiqué, si on dit pas, je sais pas ce qui m'arrive. Nous, dans notre féminin, on l'a bien vécu. Moi, j'ai toujours à mon époque, parce qu'aujourd'hui, ça a bien changé, et encore que, mais si, ça a changé, mais d'avoir ces règles, il y a encore pas si longtemps, on nous mettait une claque, on nous donnait une couche Pampers, et puis en gros, je dis Pampers, mais c'était la couche, Bien la épaisse, couche, quoi, tu vois, voilà, c'est ça, bien épaisse. Et c'était tout. On nous expliquait pas toutes les conséquences, mon corps, tout ce qui se passait dans mon corps. On me disait juste, prends une claque et tais-toi, quoi. Parce que maintenant, j'ai peur que tu puisses être enceinte. Et c'était la seule peur. Et les parents n'ont pas fait d'erreur parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais ça aussi, dans l'empreinte du féminin, c'est compliqué d'être une femme quand on n'a pas été accueillie en tout premier, au premier endroit dans notre féminin. Et quand la première fois, on a intrusé notre féminin, c'est toujours pareil. Donc pour moi, ça serait plutôt ça. Ouais. Il y en a plein d'autres. Il faut ajouter juste les injonctions des parents éducateurs. J'espère que tu ne seras pas une fille facile. J'espère que tu ne seras pas un homme à femme. Ou tu es un homme à femme. J'espère que tu seras un homme à femme, mon fils. Enfin, toutes les injonctions des parents, éducateurs et compagnie, et on en passe, peuvent avoir un impact, parce que si c'est saisi et cru, j'ai cette fameuse histoire de cette personne qui, à l'âge de 12 ans, entend son père recevoir sa sœur qui rentre de boîte à minuit et demi. Elle descend parce qu'elle a peur qu'il la frappe. Son père lui dit « J'espère que tu ne seras pas une pute comme ta sœur, rentre au lit ». Elle a passé 30 ans de sa vie seule, jusqu'à qu'on aille voir ce programme inconscient qui était né de ce trauma. Donc ces injonctions-là, elles sont fatales aussi pour la sexualité. Et après, on dit qui s'invite dans ton lit, ton père, ta mère. Donc ça, c'est l'histoire passée qui n'est pas terminée. Et qu'est-ce qu'elle dirait, ma mère, si elle me voyait faire ça? Voilà. Quand je ne suis pas devenu adulte, en tant que garçon ou fille, je n'ai pas droit à une sexualité épanouie. Donc, en fait, je trouve le juste milieu entre le minimum pour garder mon mec ou ma nana et voilà, c'est le maximum tolérable par ma mère qui n'est pas là, mais qui est là dans l'inconscient. Ou le père. Il y a souvent la mère. C'est pas la même relation. Ouais. Limite, les histoires rapportées, c'est plutôt que le père il pousse et la mère est ralentie. Dans une généralité à la noix, encore. Ok. Voilà. C'est bientôt la fin. Est-ce qu'avant de terminer, vous seriez d'accord de parler de sexualité sacrée? On entend beaucoup ça, ce terme-là, la sexualité sacrée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? On se termine. Pour moi, à partir du moment où je nomme mes besoins, et l'autre nomme ses besoins, ça, c'est une sexualité sacrée. D'accord. Après, pour moi, tout le reste, c'est de l'ego spirituel, et c'est d'accord, on peut jouer à ça, il n'y a aucun souci, c'est OK, chacun joue au jeu que la vie nous fait jouer. Mais je n'ai jamais eu de plus belle intensité quand j'ai un couple qui arrive et qui me dit, pour la première fois hier... suite à nos séances, j'ai osé lui dire qu'en fait, ça, je n'aimais pas. Ça, pour moi, c'est sacré. Ça, pour moi, c'est... j'ai lu sur Instagram, parce qu'il y a une dame qui disait que sa part blessée, elle revenait tout le temps et que c'était facile à dire et difficile à faire. Oui et non, il suffit d'une fois, en fait. C'est-à-dire, là, j'ose, mais du coup, l'autre, il va rester la queue derrière l'oreille, j'aime bien dire ça. Sur la béquille aussi. Sur la béquille, voilà. Mais en fait, ça, c'est pas un problème. Ouais. Parce qu'il n'est pas obligé, il fait bien ce qu'il veut. C'est-à-dire que je peux me respecter tout en respectant la sexualité de mon partenaire. Si moi, j'ai un besoin qui fait qu'en tant que femme, je peux très bien faire ça tous les jours pendant 3 semaines et après plus rien pendant 3 semaines, je respecte ce rythme, en fait. Et parce que je le respecte, il se régularise, en fait.
Mais Eric qui va avoir un besoin de 2 à 3 fois par semaine. Mais toutes les semaines. Ouais, toutes les semaines. Plusieurs fois par semaine. Je suis d'accord avec ça. C'est pas parce que moi je n'ai pas de libido que lui ne. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai un blocage sexuel en ce moment que je vais cristalliser en disant c'est sûr ça vient de là. Non, non, en ce moment ça fait ça. Mais ça n'empêche pas mon partenaire d'avoir sa sexualité. Mon chéri, aujourd'hui c'est pas ok pour moi, mais vas-y, regarde-toi un film ou fais-toi du bien sous la douche. De toute façon, c'est ce qu'ils font sans qu'on le sache. Hein. Donc autant que ça se dise. Et c'est tout ça en fait qui permet d'avoir vraiment une sexualité sacrée. Ça veut dire vraiment je respecte ce que je suis tout le temps, quitte à le perdre, mais pour reprendre l'exemple avec cette dame sur Instagram, mais tant qu'elle fait pas l'acte une fois de dire mais non, elle revient à chaque fois. Bah, elle revient à chaque fois parce que à chaque fois tu l'oublies. C'est-à-dire qu'à chaque fois tu dis mais non, je peux pas arrêter là. Pas à chaque fois. Bah, en fait si. Et ça peut durer 3 mois et ça peut durer 3 ans. C'est quoi le problème? C'est un problème parce que tu nommes que si ça dure trop longtemps, l'autre il risque d'en avoir marre et de partir. Et ça c'est le vrai sujet en fait. C'est ça le vrai problème. Et voilà, si je devais dire la sexualité sacrée pour avoir essayé de chercher à un moment donné partout dans les nuages, aujourd'hui je suis bien sur Terre et ça intensifie encore plus. C'est tellement beau quand son partenaire, on peut lui dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'ose pas. Ça pour moi c'est vraiment du sacré quoi. Le sacré n'est pas là où on croit, je crois. Merci. Tu as quelque chose à rajouter sur la sexualité sacrée ? Je pense que toutes les sexualités sont sacrées. Parce que c'est juste l'expression de l'amour sensoriel. Maintenant, si l'expression de l'amour sensoriel sacré prive un être de liberté, ou l'être a l'impression que ça lui prive de liberté, ça c'est son histoire et c'est à lui d'aller voir pourquoi il n'est pas libre. Et qu'est-ce qui pousse tout son système à privilégier la sexualité sur tout le reste. Mais tout est sacré puisque tout est la vie, et c'est la vie qui impulse ça de toute façon. Les pulsions, c'est la vie. C'est pas un mental qui raconte quoi que ce soit. Après, il y a des bugs qui bouclent des histoires et on ne sait plus en sortir. Donc là, ça vaut le coup de demander de l'aide à un autre humain, quel qu'il soit. Mais toutes les sexualités sont sacrées. De la plus pauvre à la plus folle, c'est l'expression de la vie elle-même, il n'y a pas de souci. Je suis en train de me rassurer. Non, mais c'est mon point de vue aujourd'hui, qui pourra changer demain peut-être. On verra demain. Okay, super. Vous avez des choses à rajouter, peut-être que des questions que j'ai pas posées, des choses que vous auriez aimé sur ce thème-là, on fait des stages de 2 jours et on pourrait faire des stages de 6 jours parce que c'est inépuisable, parce que généralement ça vient d'un trauma donc c'est hyper riche. Donc on a dit l'essentiel, mais comme tout sujet, on pourrait en parler des heures. Sûr. Quoi. Du coup, vous pouvez retrouver les dates des stages sur le site de l'École de Soi. On mettra le lien dans la description. Est-ce que tu peux leur laisser ton numéro de téléphone ou pas? Non. D'accord. Non. Voilà, quelque chose à rajouter. Toutes les dates sont sur le site. Si, tiens, on va rajouter, mesdames, arrêtez de culpabiliser, parce que vous y êtes pour rien et vous faites tout de votre mieux. Et messieurs, arrêtez de culpabiliser parce que vous faites tout très bien et vous faites de votre mieux. C'est pas mal ça. Ok, sur ces belles paroles, on vous laisse et à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Salut.